Nettoyer ça quand ça va être le temps. Accueil par là, c'est marqué. Oui, j'ai vu. Donc, on est rendu à Puy Fromage. Oui, c'est ça. C'est vraiment la bouteille de vin qui part d'ici, qui s'en vient jusqu'à nous. Ben, c'est supposé. C'est ça qu'on va vérifier. Oh, wow. T'es étourdi? Oui, en matin, plus que d'habitude. Je pensais que c'est parce que ça fait pas longtemps que j'ai mis les lunettes. Après ça, on doit être un peu bas. C'est tout. Ils utilisent beaucoup de petits galets comme ça ici, hein? Oui. Les Français sont pas très forts sur la finition. On va juste mettre des petites Ah, roches. mais je trouve ça beau. Ah, c'est beau, la ville, quand même. C'est ça, il l'a fait. 1715. 1715, le building. Accueil. On dirait que ça fait longtemps qu'ils ont mis la roche. D'accord, oui, donc j'attends ce soir. Bonjour monsieur. Bonjour, ça va bien? Bonjour. Oui. Devinez ce qui nous amène ici. Le vin. J'espère, Oui. en tout cas. On vient du Québec. Ah, génial. C'est-à-dire que vous connaissez déjà? Oui. Très Je bien. connais depuis On en boit. beaucoup d'années. En fait, si je vous raconte mon histoire avec ce vin, Bon, c'est ben, que écoutez, j'avais 19 ans. Mon père m'a amené du vin, moi, quand on oui, est d'accord. jeune. Et puis, mon père m'a donné un verre de vin du Puy Fromage. C'était ça. J'ai goûté Mhm. et je me suis dit, ah, c'est ça du vin. Ben, c'est resté. Puis, Oui. je me suis dit, on est chez un autre ici à Puy-Séguin. D'accord. Alors, puis je me suis dit, ben, il faut que j'arrête. Ah non. On est Puis content. comme, mais puis ça, comme, ça- puis comme on est déjà un de vos clients, Ah ben, autant me faire voir. On est un client. Le vin est produit. Tout à fait. C'est pour la première fois que vous venez ici? c'est la première fois qu'on vient ici, c'est la première fois dans la région. On est allé à Paris, on est allé à Aix-en-Provence. Mhm. Mais dans le coin Bordeaux, c'est la première fois. Alors on fait Bordeaux 5 jours, on part demain. Mhm. L'île de Ré 5 jours. Mhm. Et on revient sur Bordeaux 5 jours, sans voiture, juste à pied. D'accord. Puis on s'en retourne à la maison. Ben écoutez, moi je vous propose une petite visite. Est-ce que ça vous dit? Oui. Ben oui. On va faire une petite visite. Je ne veux pas vous faire redécouvrir vins que vous connaissez, mais peut-être vous faire découvrir autres vins que nous produisons. Parce que ça peut être intéressant pour vous aussi. Ouais. Est-ce que vous connaissez un blanc aussi? À la SAQ, vous pouvez le trouver déjà. Le blanc, Puis fromage blanc. on n'est pas très blanc. Non? Ouais. Bon, j'ai une autre rouge aussi qui est intéressant. Bon, je prends mes clés, je prends mes affaires. On va faire une Oui. petite tour. Excellent. Bon, je vais vous présenter quand même les propriétaires. Excusez-moi, je vais prendre 16 minutes de votre temps. Bonjour. Ils sont de Québec, ils sont anciens clients de fromage. Bienvenue La SAQ, c'est un client chez vous, vous connaissez? depuis plus de 60 ans. Ah oui. C'est mon grand-père. Sûrement, parce que je disais à la dame, c'est quand j'avais 19 ans, mon père m'a fait goûter du Puy Fromage. Donc ça fait 49 ans, ça C'est fait... pour ça que vous êtes... 49 ans? Non, 40... Et c'est pour ça J'ai que vous êtes en bonne j'ai forme. 58, puis j'avais 19. Donc mettons que j'avais... C'est 40 ans, 40 ans. 39 ans. C'est une longue histoire entre la SAQ et nous. Probablement. C'est une longue histoire, oui, c'est mon grand-père. Ouais. Donc si vous voulez, c'est... Combien de bouteilles par année, la SAQ? Est-ce que vous avez le droit de le dire? je peux vous le dire, hein, c'est 180 000 bouteilles. Quand même. Ce qui représente divisé par 300 par C'est pas par juste nous, baril. hein. On voit pas tout ça. C'est à peu près 15 000 caisses, voilà, 180 000 bouteilles par an. Ouais. Ouais, hein. Nous, c'est peut-être
entre 3 et 8 par année de la vôtre. Quand même. Alors, vous savez qu'on a 2 vins à la SAQ? Ben, elle m'a dit que vous aviez un blanc, Voilà. mais nous, on n'est pas blanc. D'accord. Alors, Mais on savait pas. mais elle va vous le faire goûter, là. bon, Et oui, je vais, peut-être que vous allez Ben, devenir blanc. peut-être. je vais prendre Parce une que c'est un chance. blanc un peu particulier. Ah oui? OK. Je dis plus rien après. Elle va vous expliquer. C'est très beau ici. C'est amusant que quand on arrive de l'extérieur, les maisons, ça a l'air de rien. Ça a l'air délabré. Puis là, on entre dans les cours, on entre dans les endroits, puis c'est comme wow, c'est beau. Donc l'extérieur, pour vous, n'est pas un signe de grandeur ou de richesse. En tout cas, très peu, je crois. Là. C'est beaucoup plus l'intérieur qui est... Mais Mon ici, avis, c'est mon avis. très particulier. À part les grands châteaux, on est allé voir mon... Comment ça s'appelait? C'est Maine. Moi, les noms, oublie ça. Là. Trop de noms. Vous étiez où, dans le Médoc ou vous étiez où, à Saint-Émilion? Il y a un grand château là, avec le poète Ah, Montagne. Montagne. À Montaigne, ouais, ouais. on Le est château allé. Montagne, Ouais. la maison. Là, Propriété, il y a quelque chose. ça c'est vraiment... ça c'est différent. Donc vous êtes depuis combien? Depuis 60 ans avec la SAQ? Oui. Puis le vignoble est ici depuis... La maison ici, 1715. Ouais, puis là, ici, elle va vous expliquer. Eva, la maison, là, le château, il a été construit en 1574. 16e siècle. Vous allez voir le pigeonnier royal du 16e siècle aussi. Ici, il y a un vieux château du 12e siècle. Il y a des bâtiments anciens, là. Ouais. Il y a de l'histoire. Elle va vous expliquer, Eva. Ouais, ouais. Wow. Il y a de l'histoire. Vous savez qu'on est à côté de Castillon-la-Bataille, où il y a eu la fin de la guerre de 100 ans. Ah, je savais pas que c'était la fin de la guerre, là. Mais on est Donc allé là, visiter. nous, la propriété a été impliquée dans le système et on avait un poste de commandement militaire qui était là. Elle va vous expliquer avec l'histoire du nom, parce qu'il y a toute une histoire derrière le nom Puy Fromage. Oui, notre hôte, il nous a expliqué un petit peu ce matin. Montagne from Edge. Ouais. Voilà, je vous laisse avec Bon, Eva. merci. En tout cas, merci beaucoup pour votre visite, parce qu'on est toujours très sensible à ça. Est-ce qu'il y a beaucoup de Québécois qui viennent vous voir? Oui, pas mal. Ouais. Si vous voulez, on a une notoriété importante au Québec. Donc, quand les Québécois sont en vacances dans la région, c'est toujours avec beaucoup de plaisir qu'ils viennent ici pour se rendre compte Oui, de la réalité des choses. oui. Puis comme ça, après, vous pouvez en parler à vos amis. Et quand vous ouvrez une bouteille de Puy Fromage avec vos amis, vous pouvez dire, oui, Oh, mais ça devient... j'ai rencontré le propriétaire. Ça a une autre signification. Je sais d'où ça vient. Quand on ouvre une bouteille avec les amis adoptent la bouteille aussi. Ah oui. Parce que Marie-Josée, maintenant, elle l'offre aussi. Ah oui? Oui. Ça court. Vous êtes à Pucégan dans Maison d'Hôte? On est dans une maison d'hôte sur des Noailles, c'est avec M. Jean Maillet. Maillot. Jean Maillot. Il y a une maison d'hôte, c'est une maison de 1400 quelque avec les vieilles poutres, à côté du château Mondabon. Mondeba. Oh, j'ai de la misère avec... Bon, vous êtes important. On est à 4 minutes. minutes. Le nom de Château Puy Fromage. On est à 4 c'est oh, exactement. l'essentiel. Allez travailler, allez Je travailler. vous souhaite une bonne visite. Merci. Bon. Oh, ben, écoutez, aujourd'hui c'est un petit peu plus vieux, mais ça garde quand même son charme. Voilà, justement, vous êtes à la propriété, qui existe depuis le Moyen-Âge. Alors, les petites maisons que vous avez devant vous, peut-être vous les reconnaissez, il est toujours sur nos étiquettes. Ah, Voilà, c'est ancienne maison qui date de 1574. Et ce qui est spécial, c'est son style. C'est un cottage anglaise typique qui est perdu un petit peu ici, dans le sud de Bordeaux. Explication pourquoi cette style-là. Alors, la maison a été battue 120 ans après la fin de la guerre de 100 ans, qui était finie à Castillon-la-Bataille, juste à 10 km d'ici. Vu que l'influence anglaise était ici très présente à l'époque, parce que bon, les conflits entre des Anglais et Français pour toute cette région, ça durait des siècles, vraiment. Et c'est vrai que pas mal d'Anglais qui sont habités ici, et il y a toutes les influences à niveau d'architecture, même le langue, qui aussi a des empreintes de cette époque.
Alors, maison même, bon, appartient à la propriétaire, au propriétaire, la famille, monsieur Marc qui fait partie, justement. C'est une maison de vacances, maison d'été, notre château. Alors, c'est vrai que vous avez des façades qui sont en partie d'origine, en partie, bien sûr, étaient un petit peu rénovées avec le temps. Les balcons étaient plus, il est plus récent, il était rajouté en 18e siècle. Mais bon, c'est vrai que garde le style de maison, voilà, de cottage anglaise de l'époque de Renaissance. Alors, c'est vrai que voilà, c'est bien sauvegardé, bien gardé. Bon, c'est un très très vieux bâtiment, mais quand même, il reste en très très bon état. Oui. Nous sommes ici justement pour faire remarquer, nous sommes ici sur les collines. Alors, toute la région bordelaise, toute la région viticole, il est partagé entre les appellations. Alors, vous avez un système d'appellation qui a été créé en 1935, si je ne me trompe pas. Au départ, ils ont créé uniquement 26 appellations dans la région. Le but était pour donner plus d'informations aux acheteurs des styles de vin qui peuvent s'attendre de la bouteille. Nous avons en Bordeaux, vous avez Médoc, vous avez Saint-Émilion, vous avez le valoriser le produit finalement. Voilà. Mais vous savez, ce qui est spécial à Bordeaux, c'est sa diversité des terroirs. Les petites surfaces, sur cette petite surface, vous avez des différents terroirs. Nous avons un terroir argilo-calcaire, argile, vous avez des gravats, vous avez des cailloux, vous avez des sables, vous avez un petit peu de tout. Et c'est vrai que même si nous avons presque tous les mêmes types d'encépagement, ici, comme Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, tout dépend où vous mettez cet encépagement, vous allez avoir des différents goûts. En fait, c'est comme tous les fruits, hein, c'est exactement le même principe. Et c'est vrai que dans cette région-là, cette richesse qui est vraiment assez surprenante parce que voilà, vous pouvez avoir un cépagement le même, assemblage le même, mais les complètement différents styles de vin. Après, avec le temps, bien sûr, il y a des techniques, des pratiques de viticulteurs qui s'est développées de plus en plus. C'est vrai que vous avez vraiment, vous pouvez avoir une armée de vins sur la table et chaque vin va être différent. Voilà, donc c'est ça qui est charme ici. Hein. Et en plus, rajoutons millésime, voilà. Il vous faut la vie entière pour vraiment tout goûter, hein. Uniquement de Bordeaux. Alors, la propriété compte aujourd'hui environ centaines d'hectares de terre, mais uniquement 53 ils sont plantés en vigne. Nous avons ici des majoritaires plantations en Merlot. Nous avons aussi Cabernet Sauvignon et Cabernet Franc. Notre château du fromage, que vous connaissez, il est assemblé régulièrement avec 73 encépagements. Aujourd'hui, nous sommes sur les proportions 70% de Merlot, 20% de Cabernet Sauvignon et 10% de Cabernet Franc. Ici à la propriété, nous produisons environ entre 250 à 320 000 bouteilles par an. Ça peut varier bien sûr selon de l'année. Nous avons aujourd'hui, on ne sait jamais vraiment ce qu'on va produire. Voilà, nous pouvons avoir très bonne année, autant que voilà, ça suffit passage de grêle, le froid, etc. Et là, bien sûr, notre production est divisée automatiquement. Vous voyez ici, nous sommes, ce qui est spécifique aussi dans ce point-là, nous sommes sur le même type de terroir que Saint-Émilion. Nous sommes sur le même plateau argilo-calcaire. Dans ce cas, les caractéristiques des sols ils se ressemblent. En échange, nous sommes ici sur les collines qui nous diversifient quand même microclimat. Okay. Avec voilà, des changements de température, avec exposition qui est divers. C'est vrai qu'ici, nous devons vraiment bien choisir l'endroit où nous plantons nos vignobles. Il faut bien choisir, par exemple, des variétés de raisins qui soient, par exemple, comme Cabernet, qui soient beaucoup plus exposés parce qu'il a besoin plus de soleil, maturation. Voilà, chaque cépage, en fait, il a ses caractéristiques, mais aussi ses besoins.
Merlot, par exemple, c'est un cépage qui est de moins exigeant. Il arrive à maturation assez rapidement. Mais en échange, il est beaucoup plus affiné. Vous avez plus de sucre. Il produit plus d'alcool. Contrairement des Cabernet, qui a besoin plus de chaleur, plus de temps pour arriver à sa maturation. Mais en échange, vous avez ici les structures, vous avez ici beaucoup plus de couleurs, les plus épaisses. Ça vous donne plus de quantité de tanins et certains caractères pour le vin. Voilà, nous jouons en fait sur tout, Oui. voilà, ce qui nous donne des raisins. Et après, derrière, c'est une question voilà, de techniques, de savoir-faire de vignerons, de son maître de chai, pour arriver à le vin que nous avons. Très souvent, nous avons un objectif. Nous voulons cet style de vin. Et nous faisons tout pour arriver à ça. OK. Mais à la quantité que vous produisez, vous vendez presque la moitié et plus directement au Québec. Alors, nous vendons beaucoup en Québec. C'est vrai qu'avec le temps, le marché s'est bien développé. Nous exportons en tout environ 90% de notre production, dont les 60 à 70 va carrément directement au Canada. Alors, c'est partagé entre Québec, Ontario. Nous avons aussi un marché à Nova Scotia, New Brunswick et à Alberta. Et vous voyez un petit conteneur qui arrive justement pour récupérer les palettes pour les circuits. Alors, quand il faudra plus. Et voilà. Voilà, c'est ça. Tu veux Vous devrez faire une croix sur un carton qui va être chargé justement dans quelques minutes et essayer de le retrouver. Ouais. Avez-vous les numéros? Je me souviens pas, vous n'avez pas les numéros de série sur les bouteilles. Parce que je pourrais essayer de. Exactement. Par contre, est-ce que je peux vous laisser pour quelques minutes? Oui. Parce que je dois donner papier justement pour expédition. Oui. Écoutez, j'arrive donc. Donnez-moi 5 minutes à peu près. D'accord? On va visiter le pigeonnier. S'il pleut, je vais ouvrir la porte. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu mitigeux. Je vais vous donner quelques infos là-dessus. Pas de pigeons dedans. Bon. Je vais vous donner quelqu'un. On va se protéger de la pluie un petit peu. Oui, voilà, mais pour se protéger un petit peu. J'arrive, je vais. C'est propre. Oh mon Dieu. Hey! Wow! Attends un peu là. C'est OK, c'est de ça que ça a l'air. un pigeonnier. Ben oui, c'est des trous à pigeons. Ah oui. OK, fait que hier, quand que j'ai vu la maison, que j'ai vu 2 trous, j'ai dit c'est drôle, plus que 2 trous. Je tabasse justement pour obtenir la bonne date de livraison. Et le problème que justement ça s'enchaîne. Pourquoi Ouais, le prix des conteneurs a augmenté aussi. Ah non, mais c'est en fait la situation des transports, c'est compliqué. Ouais. Et c'est vrai que maintenant, à chaque fois on a même une confirmation d'enlèvement. Tant que le camion n'est pas là, sur le cours, on ne sait pas ce qu'il peut venir. Non, c'est une période compliquée, mais après, on fait avec. Hein. Mais en tout cas, le plus important, que le vin arrive à temps, qu'il n'y a pas de rupture de stock. Hein. Ouais. Ah ben oui, c'est. On a eu le temps de compter les trous. Alors, combien vous avez compté? 839. On a compté 839 trous. Ah oui, 839. Apparemment, c'est 900 avec des poussières aussi, à peu près. C'est ça qu'on entend les pigeons qui viennent puis qui peuvent pas rentrer. Oui, ben ça, mais non, ils vont pas. Pauvre petit. Tout est fermé avec un grillage. Bon, voilà. Alors, cette pigeonnière, ce qui est intéressant, elle est très ancienne. Bon, c'est pour sûr, déjà, il existait en 14e siècle. Après, bon, peut-être il est plus ancienne. Parce que nous n'avons pas de preuves finales. Voilà. En tout cas, ce type de pigeonnier était déjà bâti dans la région en XIIe siècle. Ce qui est important à savoir que le pigeonnier, c'était symbole de prestige en période de Moyen Âge. Uniquement de noblesse, la noblesse riche qui possédait les terres
il avait droit de bâtir le pigeonnier sur leur terre. La taille des pigeonniers dépendait de la taille de la propriété. Dans ce cas, c'est vrai qu'ici, par exemple, vous avez un pigeonnier qui est assez grand. Et on va entrer La terre dedans, je devait vais être vous assez expliquer. grande. Elle est assez grande et et ça aussi, il y a certaines significations. Vous voyez, tous les petits compartiments pour les pigeons s'appelaient des boulins. Et boulin, en même temps, c'était aussi un système d'une mesure. Alors, chaque boulin, c'était une équivalent de certaines surfaces de terre. Et comme ça, à l'époque de guerre, si le taxman qui est venu à la propriété pour ramasser des taxes, il n'était pas obligé de fouiller dans toute la propriété. Ça suffisait qu'il vienne ici, calcule le nombre de boulins et dit, écoutez, vous me devez ça. Après, c'était un petit peu dans ce sens. Mais bon, c'était prestigieux. Dans ce cas, le propriétaire, l'image était plus important que l'argent pour à l'époque. Dans ce cas, c'est vrai que le pigeonnier comme ça, c'était son fierté. Et vous voyez même, il est bâti au bord d'une colline. Dans ce cas, il est visible de loin. Comme ça, tout le monde peut dire, ah oui, ça, c'est le grand seigneur qui est propriétaire ici. C'est pas forcément, il n'était pas obligé d'habiter là, mais ça lui appartenait. Et voilà, et le pigeonnier était attaché directement à la propriété. C'était c'était un petit peu carte de visite, on peut dire. Là, cette pigeonnier, vous voyez, il est bâti avec beaucoup de soin. Oui. Il est fait en pierre taillée. Voilà, même la maison que vous avez vue ne se fait pas en pierre taillée, mais celui-ci, il est fait. C'est important, voilà, tout est rond, la forme est tout rond. Même entre les boulins, il y a des séparateurs. Comme ça, les pigeons pouvaient se développer tranquillement sans avoir voisin en direct. Dans ce cas, c'était place pour paire de pigeons. On peut calculer aussi des pigeonneaux. Donc, pigeonniers comme ça, nous pouvons avoir 2000 à 3000 pigeons en même temps. Dans ce cas, vous voyez, c'était quand même impressionnant. Entrer ici pendant qu'il y a 2000 pigeons. Ah non, mais... Une des raisons pourquoi nous avons enfermé les fenêtres. Oui. Alors, c'est vrai qu'il y a quelques années, nous avons fait des travaux, des toitures, des rénovations de la propriété. Et M. Mac a profité pour rénover la toiture ici. En tout cas, elle est bien isolée, il y a vraiment fait des qualités. Bon, toute la charpente reste en partie d'origine parce qu'elle était refaite avec le temps, bien sûr. Elle ne date pas vraiment du Moyen-Âge parce qu'elle est beaucoup plus complexe, pour être refaite quelque part en 17e. Et après, bien sûr, il y a toujours une réparation, des remplacements de bois. Mais c'est vrai que depuis quelques années, l'ambiance même, après ces travaux dans ce pigeonnier, c'est moins humide, c'est plus aéré, il y a plus de stabilité au niveau des températures. Et juste après les travaux, avant nous avons une dizaine de pigeons qui sont habités ici. Quelques mois après travaux, la population a grandi très 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 rapidement parce qu'ils ont appelé tous les copains de la région. Et c'est vrai que c'était un petit peu compliqué d'entrer ici, à vrai dire. Du coup, M. Mac a décidé, il avait le choix entre les pigeons et des touristes. Et finalement, il a choisi les touristes. C'est bon. Nous avons fermé des fenêtres avec des grillages, comme ça, le pigeon peut plus entrer. Et comme ça, en même temps, ça nous permet de préserver cet endroit parce que c'est vrai que les pigeonniers de cette taille, de cette époque, ils ne sont pas très nombreux dans la région, sachant qu'il y a quelques années, ils ont créé un guide des pigeonniers en Gironde. Et c'était sa sortie il y a, une dizaine d'années. Ils ont répertorié tous les pigeonniers qui se trouvent dans la région. Ils ont recalculé environ 400. Et ces pigeonniers, par contre, ils ont ramassé tout, de différentes périodes, de différentes tailles, de différents états. Très souvent, c'était tout simplement des ruines. Et vraiment, les pigeonniers comme celle-ci, ils ne sont pas vraiment très, très nombreux. Ils restent vraiment très souvent dans propriété privée, ne sont pas toujours accessibles à visiter, ou il y a toujours quelque chose qui manque, ou il y a un problème de toiture. C'est pas évident pour garder cet endroit dans très très bon état. C'est quand même, ça peut être assez coûteux.
Mais bon, mais c'est comme ça. En tout cas, ici, vous avez la charpente, elle est faite de toute façon dans pierre de châtaignier. C'est un bois qui est très, très solide, très dur, très résistant. Ce qui est intéressant aussi, que ce type de bois, il a une sève qui fait perdre des araignées. Par exemple, voilà, si vous faites votre charpente en châtaignier, regardez, on n'a pas de toit des araignées ici parce que, bon, bah, et en même temps, nous ne faisons aucun ménage non plus. Malgré que le bois est très vieux aussi, parce qu'il y a certaines pièces qui sont très très anciennes. Bien sûr, il y a de la construction, nous avons des pièces qui sont beaucoup plus récentes, mais tout est fait en même bois. Voilà, vous avez ici une reconstruction des escabeaux tournantes. Escabeau comme ça a permis d'accéder au chaque boulin pour ramasser des œufs, des jeunes pigeonnants pour la viande. Okay. Alors, à part des côtés prestige, aussi bien sûr, c'était des côtés pratiques. Dans ce cas, l'élevage de pigeons, c'est fait pour les œufs, pour la viande et aussi pour la fiente. Alors, tout l'excrément était tombé directement au sol, était ramassé et était utilisé comme des engrais. D'ailleurs, c'était très très cher engrais à l'époque pour les champs. De tout, des blés, de tout ce qu'ils ont produit à l'époque. Aujourd'hui, nous produisons le vin, mais à l'époque, c'était une partie de production des paysans. Sinon, ils en vivaient sur les propres terres, alors ils devaient avoir un petit peu de tout. Okay. Bon, et les engrais à l'époque, c'était quelque chose quand même très important. Vous savez, ici, nous sommes sur le terrain bon pour les vignes, parce que c'est très calcaire, mais pour les autres produits, c'est pas forcément super bien. Dans ce cas, les engrais, quand même, il avait son prix. Voilà. La production d'œufs, elle devait être incroyable. Ouais, mais après, c'est de petites Mais c'est pas des œufs. C'est pas des œufs tournés, là, c'est des œufs en vie. Après, voilà, c'était. Non, mais ils mangeaient les œufs aussi. Ils mangeaient des œufs. Ah non, mais non, c'est même pas. Ah, ben si. À l'époque, ils en mangeaient tout. Oui. Tout ce qu'ils mangeaient, ils en mangeaient. Tout manger. Oui. Hein, c'est vrai que bon. Sauf qu'il ne faut pas que tu attendes trop longtemps parce que sinon, il y a un poussin dedans. Hein? Je mange des poussins, c'est super. Franchement, moi, je ne veux même pas savoir quel était le menu des paysans d'époque. Hein. Là, je pense que tout ce qui se mange. Il ne faut pas demander. Tout ce qui se mange. Voilà. Alors, voilà, c'était le pigeonnier. Celui-ci, c'est vrai que ce qui est spécial, que quand même, l'élevage, les pigeons, quand ils se sentent bien dans l'endroit, ils se développent très rapidement. Mauvais côté, gourmandisme. Forcément, tous les jours, ils sont partis pour chercher la nourriture, ce qui a provoqué des destructions de production, des semis, par exemple. Si les pigeons sont partis dans un grand groupe pour chercher, par exemple, des graines de quelque part, en période de semis, ça faisait de grands dégâts dans les champs. Définitivement. Spécialement chez voisins ou chez paysans qui étaient juste à côté. Et c'est vrai, mais bon, quand les pigeons appartenaient aux propriétaires, dans ce cas, les paysans aussi, ils n'avaient pas le droit vraiment de les tuer. Ils ont subi pendant un sacré bout de temps, jusqu'à la période de Napoléon, qui, bien sûr, avec ses guerres, il a interdit déjà de lâcher des pigeons pendant certaines périodes aux propriétaires. Au final, ils ont carrément interdit l'élevage des pigeons. Il y a un acte dans les archives des Puy Fromage qui est fait, signé par le gouvernement de Napoléon pour interdiction de l'élevage des pigeons à Puy Fromage. Parce que ça provoquait des destructions des récoltes. Toutes les récoltes d'hiver. Et ce qui était nécessaire pour lui pour entretenir ses troupes. Hein. Voilà. Dans ce cas, c'est vrai que toute l'histoire, se tournait un petit peu. C'est drôle. Les noms de Puy Fromage, vous connaissez l'histoire? On se les fait dire ce matin. Puis c'est une colline. Oui, c'est des collines. C'est From Edge. Vous êtes en haut, donc vous voyez très loin. Puis c'est ça que je regardais à côté. Il y a même des remparts. C'était justement, c'est un petit peu restant de murs qui étaient là aussi pour autour. Alors, ici, il y a autre anecdote. Le nom, il est quand même très vieux.
Dans ce cas, apparemment, pendant l'époque de la guerre de 100 ans, les troupes anglaises, ils ont déplacé ces troupes en suivant des ordres qui étaient diffusés en forme codée. Ça pouvait être diffusé en forme d'un fumet ou elle voyait en signaux lumineux, par exemple. Elle était forcément diffusée d'endroits hautement situés, très souvent des bords des collines, ça pouvait être des bords des donjons, des fenêtres des donjons, etc. Et ils ont parlé de order from the edge of the windows, maybe somewhere else. Et les Français l'écoutaient et entendaient from edge. Ils ont déformé en fait cette forme avec l'accent français. Et from the edge devenu from edge. From edge qui vient fromage. Et voilà, avec le temps, tout est mélangé, mixé. Et c'était désignation de lieu, fromage, puis fromage avec le temps. Et voilà, nous arrivons à puis fromage et en château en plus. Il y a eu beaucoup de mots au Québec, on pourrait faire une liste là. Non, mais c'est vrai. Si vous faites un voyage en France et vous venez dans des petits villages qui à l'époque étaient pleins de vie, parce que c'est vrai que les villes se développaient un petit peu plus tard, mais tous ces petits villages où vous avez des petites églises, ce qui est joli justement dans ce coin-là, qu'il y a plein de petits villages qui gardaient son caractère de moyenâgeux. Église à Saint-Cybar, c'est juste à côté. Si vous avez un petit peu de temps, faites un petit tour en voiture. À je sais pas, c'est 300 mètres d'ici. Il y a vu l'église justement du XIVe siècle. En face, vous avez un petit village qui s'appelle Franc. Et là-bas, vous avez une autre église de même période, mais avec complètement différents styles, avec clocher extérieur. Vous faites 1,5 km, vous allez à Taillac. Encore un petit village. Vous avez encore différents styles de l'église, mais d'époque. Et ce qui est intéressant ici, justement, dans cet endroit qui est un petit peu oublié par tout le monde pendant des années, parce qu'il était un peu loin de Saint-Émilion, un peu loin de Bordeaux, etc. En fait, les gens, ils n'avaient pas tant l'argent pour tout rénover ou tout mettre à la mode, un petit peu, on peut dire. Dans ce cas, ça gardait, l'église était réparée, était sauvegardée, mais dans son forme d'origine. Et de l'autre côté, ça nous préservait justement cette jolie architecture. Oui, parce que dans la région, il y a eu les Romains, les Italiens, les Espagnols. Oui, justement. C'est très ancien lieu où cette activité, toujours agriculture, qui était florissante, c'était région même qui était très riche parce que c'était beaucoup commerçant. Vous avez entré depuis Bordeaux avec tous les bateaux. Vous avez des voyages par les rivières, par Garonne, par Gironde, et aussi on est sur la route de tout. Sur la route en Espagne, pour remonter à Paris. Et aussi, tout s'est concentré ici, à vrai dire. C'est pour ça que cette région a été très convoitée, d'où la guerre de 100 ans, malgré qu'il y a quand même une grande distance en Angleterre et ici, mais pour avoir Oui, parce que les Anglais aussi ont eu une parcelle de terrain. Non, c'est ça. Ça restait dans la famille, parce que si on regarde bien, c'était justement la famille qui était juste envoyée à droite à gauche. J'avais un fils qui était né en Angleterre. Bon, il s'est marié avec une Française. Du coup, l'enfant, il s'est prétendé des droits dans pas côté, français et anglais. Et après, les paysans ont subi tout ça. C'est bon. Non, mais c'est un petit peu une histoire qui se répète un petit peu partout, on va dire. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il pleut beaucoup? Non. On va pas passer beaucoup de temps dehors. Alors, vous voyez d'ici, je vais vous parler d'appellation. Ici, Château Puy Fromage, aujourd'hui, se trouve dans une appellation bordelaise qui s'appelle Franc-Côte de Bordeaux. Ce qui est intéressant, dans le nom d'appellation, vous pouvez déjà détecter certaines choses. Franc-Côte de Bordeaux, Franc, parce que c'est le nom de ce petit village. Ça vous donne déjà orientation sur la carte où se trouve, dans quelle appellation se trouve la propriété. Côte de Bordeaux, côte, parce que des collines, Bordeaux, parce que c'est à Bordeaux. Alors déjà, information, le vin est produit dans un endroit où il y a des collines, où il y a diversité au niveau des microclimats, et c'est à côté de Franc. Dans ce cas ici, justement, nous sommes du côté est de Bordeaux.
Là, c'est déjà première indication pour vous donner première information sur les vins, où vous pouvez nous trouver. Et là, ici, vous voyez, l'appellation elle n'est pas très grande. Elle était créée dans l'année 1970. Et avant, c'était Bordeaux Supérieur, nom d'appellation. Et avant création d'appellation, c'était tout simplement Saint-Émilionnais. Saint-Émilionnais. Avant qu'il crée le nom Saint-Émilion, il garde C'est ça. Voilà, c'était région Saint-Émilionnais. Et si vous trouvez une bouteille qui date avant 1935, vous allez avoir un Saint-Émilion marqué sur l'étiquette. OK. Juste à trouver la bouteille. Oui, c'est ça. Alors, l'appellation n'est pas très grande. Elle s'étale justement entre ces trois petits villages. Nous avons Saint-Cybar juste ici, avec l'église qui se trouve juste en face. Si vous descendez sur cette route, vous reprenez la route en face, et vous arrivez juste devant l'église. Front, c'est juste là. Et Taillac, regardons d'ici, voilà, Okay, il y a là. un petit village qui est juste en face de nous. Et Franc-Côte de Bordeaux, c'est une petite appellation qui s'étale entre ces trois villages. Elle compte en tout environ 450 hectares de vignes qui est divisée entre 35 viticulteurs aujourd'hui. Ça change aussi constamment parce que les gens ils achètent et ils revendent des parcelles. Notre production s'étale tout autour de la colline. Nous avons une partie des bois qui se trouve juste derrière. Voilà, c'est 40 hectares de terre que nous possédons. C'est le bois, justement. Et nous possédons aussi des parcelles qui sont détachées un petit peu de la propriété qui se trouve après les bois. Mais tout est dans la même appellation. Donc, une centaine d'hectares, ça représente quoi? Vous avez jusqu'au milieu ici? Alors, ou, ici, jusqu'à la route. Jusqu'à la route? Jusqu'à cette route-là, derrière, de l'autre côté des collines et aussi derrière le bois. Quand même, hein? Oui. Il y a 53 hectares de vignes. Là, ici, nous avons, voilà, Cabernet et Merlot. Et après, justement, c'est tout dépend. Maintenant, quand nous choisissons vraiment implantation en cépagement, nous essayons pas grandir tout simplement de la propriété, mais nous choisissons les parcelles qui sont les plus intéressantes justement pour la production. Par exemple, le bois qui est derrière, il va être jamais fait planter en vigne parce que bon, la terre n'est pas de meilleure qualité. De l'autre côté, le microclimat, c'est quand même assez froid dans ce coin-là. OK. Vous descendez. Vous voyez ici les éoliennes que nous avons ici, ce sont des tours anti-gel. Et nous avons l'installé cette année justement parce que quand nous avons un épisode de gel chaque printemps, du coup maintenant nous sommes équipés et ils ont bien travaillé justement à la fin d'avril avec le gel qui a nous tombé sur la tête. Et vous voyez, ils sont positionnés dans endroit basse. Dans ce cas, cet endroit qui est le plus exposé justement sur les températures basses. Et comme ça, nous pouvons nous protéger au moins en partie. Ça, à Niagara, il y en a des hélices comme ça, il y en a dans tous les champs. Parce que Niagara, il fait beaucoup plus froid à Niagara, ils veulent essayer de conserver leur vigne. Il y en a qui fait froid un petit peu, là, ils partent ça, puis, mais ils peuvent même aller jusqu'à chauffer les champs. Puis, C'est pareil, hein? Nous, on a par exemple, nous avons à la fin d'avril, la température a descendu à certains endroits à -6. Ça, c'est très mauvais, spécialement pour vignes rouges qui meurent à -8. Dans ce cas, on n'est pas loin. En plus, c'était tout commençait, les bourgeons étaient déjà comme ça. Alors, grande partie, bien sûr, nous avons perdu. Après, on a 12e repousse. Il y a certains endroits que ça ne repousse pas trop bien, mais certains qui sont bien démarrés. Dans ce cas, avec le temps et chaleur plus tard, en fait, la vigne s'est rattrapée en grande partie. Mais bon, tant que les raisins ne sont pas dans les cuves, tout peut arriver. Alors, 2022, on ne sait pas encore. Non, voilà, même j'ai lu il n'y a pas longtemps un article quand ils ont dit, voilà, le titre c'était « Jamais bu ». Jamais bu parce que jamais vu cette année comme ça. Après, tout peut nous apporter des surprises, hein, parce que c'est vrai que l'année dernière, on a eu aussi des épisodes de gel. Du coup, on avait une magnifique vie, on avait des raisins superbes. Voilà, si vous regardez sur notre Instagram, je fais des photos. C'était la première fois qu'on avait raisins comme ça, autant qu'il y avait des raisins sur les plantes. Et c'était super beau. Mais voilà, c'est une période que on découvre un petit peu aussi. Hein. Bien sûr, il faut impliquer savoir-faire de notre maître de chai qui vraiment qui est très dynamique, très à écoute, très observateur et cherche des solutions aussi. Hein. C'est pas juste, malheureusement, on peut pas dire aujourd'hui, oui, on fait quand on faisait grand-père et grand-grand-père.
Là, il faut s'adapter au climat, au changement. Et on peut se débrouiller uniquement en faisant beaucoup d'échanges avec des gens qui ont expérience sur différentes mêmes régions, parce que c'est vrai qu'au niveau des froids et épisodes de gel, ils ont un petit peu plus d'expérience que nous ici. Mais on n'a que de mauvaises expériences. Mais à la quantité d'hectares que vous avez aussi des employés à temps plein. Ah oui, et puis vos équipements, vos employés à temps plein. Et puis... Nous sommes ici en 7 en permanent, à vrai dire. Et c'est vrai qu'avec équipe comme ça, nous débrouillons quand même pas mal. Alors, c'est moi, M. Mac, nous sommes en commercial, et après, toute équipe, c'est maître à déchets, et équipe qui est très polyvalente. C'est ça qui est hyper important. Les gens peut travailler dans vigne, dans les chais, il y a des tractoristes, il y a plusieurs tractoristes qui peuvent faire plusieurs types de travail. En même temps, dans ce cas, c'est vrai que là, c'est une solution qui est très très bien et on se débrouille là-dessus. Après, bien sûr, nous avons des employés préfectaires qui viennent sur certaines périodes des travaux spécifiques, comme la taille, comme tirer des bois, comme par exemple l'élevage. Voilà, aujourd'hui, on est encore en moment quand nous levons des branches qui poussent maintenant rapidement, il faut les attacher, et après, le tracteur, il va passer pour les bien couper, que ça ne pousse pas trop. Parce que le plant a besoin d'avoir suffisamment d'énergie. Donner l'énergie au raisin et non pas pour cette retraite. Exact. Vous voyez par exemple, quand nous parlons aussi des vignes, nous travaillons aujourd'hui avec le système de viticulture raisonnée depuis des années. Nous avons plusieurs certifications comme HVE3, qui est justement notre protection environnementale. Et depuis septembre l'année dernière, nous avons signé un charte pour bio. Alors, il y a certaines parcelles qui vont déjà partir en bio, que nous travaillons déjà. C'est vrai qu'avec le système de viticulture raisonnée, nous avons déjà traversé plusieurs étapes. Voilà, et c'est vrai qu'à vrai dire, nous passons juste pour améliorer ou changer certains détails dans notre travail dans les vignes. Sinon, c'est vrai que les passages, il faut changer un petit peu l'organisation par rapport des traitements, par rapport des préventions, qui est fait à différentes façons. Il faut être très régulier au niveau des surveillances des vignes, certains traitements qui sont souples, douces, mais il faut les faire peut-être pas plus souvent, mais en tout cas mieux viser en fait. Être bien régulier. On ne peut pas dire printemps, on est tous, on n'a rien à faire. Dans ce cas, on va traiter, on va voir qu'est-ce que ça nous donne. Non, ici c'est vraiment des jours à lendemain. Il y a plusieurs stations météo à la propriété qui sont implantées dans différents endroits. Il y a un suivi très près. Voilà, on dit l'humidité monte. Peut-être ça c'est le moment. Oui, il faut peut-être ça c'est le moment qui pique vers là-haut. Ça c'est le moment de traiter. Dans ce cas, 2 jours après. Il y a des bouilles bordelaise qui est préparé, un produit bio, pour éventuellement faire un traitement s'il faut. S'il ne faut pas, non, c'est pas la peine. Voilà, les traitements, c'est quelque chose que nous ne faisons pas automatiquement comme ça. Ça, voilà, c'est tout que pour diminuer un maximum, nous travaillons beaucoup plus des vignes au niveau des sols. Par exemple, vous voyez, ici, tous les sols sont enherbés. Nous-mêmes plantons des engrais, des plantations spécifiques entre les vignes. Ce sont des engrais verts, justement. Nous n'apportons pas maintenant engrais d'extérieur. Elles sont plantées entre les vignes. Les variétés de plantes qui apportent azote, potasse et certaines qui retiennent l'humidité au sol. En printemps, ça pousse. Après, nous les couchons au sol et elles vont créer une couche avec plusieurs, par exemple, garder azote, phosphore et aussi garder l'humidité, renouveler complètement la biodiversité dans cette couche-là, parce que comme ça, nous avons des insectes, des petites bêtes dans le sol qui nous permettent de justement aérer la sol en plus, et plus tard, nous les retournons. La terre, nous le retournons pour enfoncer, par exemple, tout ce qui est micro-éléments dans la terre. Alors, c'est vrai, ça c'est le travail des sols mécaniques et plantation. Nous ne faisons pas de désherbage, nous ne faisons pas de traitement des sols. Tous les nettoyages entre les vignes se font vraiment mécaniquement. C'est fini maintenant mettre des produits quelconques. Et même au niveau des protections, par exemple, contre les insectes, ça se fait soit avec produits bio,
soit, voilà, on a des coccinelles partout ici. Oui, Ah oui. Là, c'est depuis des années, ils sont de toutes les couleurs. Hein. Alors, c'est vrai que voilà, cette biodiversité nous permet de protéger naturellement des vignes. Alors, c'est différentes approches. En fait, on a approche maintenant qu'on les dans l'ancienne époque, quand il n'y avait pas de choix, tout simplement. Mais aujourd'hui, c'est question de choix pour employer de différentes solutions pour avoir les vignes saines et en même temps bon rendement et en même temps pour pas avoir de moins impact sur le goût du vin, parce que au final, il faut que le goût du vin soit là aussi. C'est un c'est des changements qu'il faut qu'ils soient progressifs, testés, éprouvés. Tout à fait. Et savoir-faire derrière, parce que bon, on peut avoir tout bio, mais vin qui n'est pas bon, ça n'a pas de sens non plus. Tout à fait. Les vignes ont quel âge? Alors, le moyen âge des vignes ici, c'est 35 ans environ. Mais nous avons aussi des parcelles qui sont plus âgées, mais aussi parcelles plus jeunes. Il y a pas mal de plantations que nous avons faites depuis quelques dernières années. Alors, si nous parlons de 35 ans, ça c'est âge moyenne. Hey, le camion de la SAQ. Voilà. C'est-tu vraiment la SAQ, ça? Ah non, mais sérieux? Oh oui. 10 palettes. 10 palettes la SAQ. Et la semaine prochaine, une autre enlèvement. C'est rigolo. Ah non, mais normalement, il y a deux enlèvements par mois à peu près. Parfois, carrément, conteneur entier. C'est tout dépend des périodes. Avant Noël, ça passe. Ouais. Donc, c'est la livraison à l'année. Vous devez stocker. Ah ouais, on va voir ça. Là, c'est vrai qu'ici, nous avons des chais qui nous permettent de garder 2 millésimes en même temps. Alors, nous avons partagé, vous avez ici le grand chai avec le chai avec cuivry et petit chai avec les bouteilles. Dans ce cas, bon, c'est vrai que Château Plus Fromage, c'est un vin qui peut être vin de moyenne garde ou vin qu'on peut boire comme vin jeune. Mais aussi, on peut le garder pendant quelques années. Il est fait un petit peu justement un petit peu à façon pour nous le gardons 18 mois de lecture. Dans ce cas, c'est pas aussi pour que le vin qui est vendu, qui a déjà certaine maturité, qui peut aussi être qui aime beaucoup équilibre. Ça c'est important. Regardez, nous avons déjà un cas. C'est plein. Voilà, avec chaleur, justement, le printemps était très froid assez longtemps, jusqu'à fin d'avril. Et dès mai, ça a redémarré à point que nos prévisions pour les vendanges étaient avancées. Nous devrons commencer à vendanger mi-septembre. En temps normal, nous vendangeons en octobre. Au début d'octobre. Oui. Dans le cas, c'est vrai que l'année devient printemps-été tardif et ramassage, ça va être vraiment précoce. Alors, c'est très important pour avoir quand même beaucoup d'ensoleillement derrière pour que sa maturation arrive au point. C'est pour ça, voilà, nous sommes constamment sous pression. Oui. Ça prend de la pluie un peu de temps en temps aussi. Ça prend un petit peu de pluie. Pardon? Ça prend un petit peu de pluie aussi. Oui, parce que en mai, nous avons eu des chalets. Et même fin mai, c'était vraiment grand chaleur, jusqu'à 40 degrés, plus de 40 degrés. C'était sec. Et c'est vrai que la pluie, en fait, à certains moments, c'est bien. Par contre, la pluie aussi peut provoquer des maladies. En tout cas, ça aussi, il faut vraiment équilibrer notre travail de sol. Parfois, c'est bien que ça pousse, c'est vrai qu'on le retourne et on le coupe. Et ça aussi, ça regarde l'humidité au sol. Mais bon, cette humidité peut remonter dans les feuilles. Et ça peut provoquer des maladies. Mais ça, il faut bien choisir aussi. À quel moment. Et ça, c'est notre déchet, son savoir-faire, qui va décider, qui va prendre des décisions sur la consommation. C'est un métier que ça ne s'apprend pas à l'école. C'est observation. Oh. Bon, alors ici, nous nous trouvons dans notre chai avec Acre, voilà, le vin que nous faisons vinification ici. Alors,
Après, avec les récoltes, tous les raisins arrivent ici. Nous faisons une récolte en C'est- grande partie avec les machines. Mécanique. Tout à fait. Alors, il y a beaucoup d'avantages avec les machines. À vrai dire, on est un petit peu dépendant aujourd'hui de ça, parce que la propriété n'est pas petite, c'est quand même 53 hectares de vignes, et même avec des machines, ça nous arrive faire les vendanges pendant des semaines. C'est tout dépend de l'état de maturation des raisins, mais aussi, l'organisation, l'année. Ce qui est intéressant aussi, par exemple, le problème des gens, s'ils travaillent par exemple à la propriété, ils veulent ramasser des raisins. Bon, il y a 50 ans, pour les petits villages tout autour, il y avait plein de monde, c'est toute la famille qui vivait sur place. Dans cette période de vendange, les gens sont venus d'ici pour ramasser et il était toujours sur la main. Aujourd'hui, tout le monde sont partis. Vous venez dans petit village, vous voyez, c'est quelques personnes qui passent. Très souvent, il y a des gens âgés qui habitent sur place ou il y a une petite société qui peut-être sont liées avec ce monde viticole, mais bon, c'est pas des gens qui vont venir ramasser des raisins. Mais dans ce cas, c'est vrai que pour trouver un personnel pour les vendanges, il faut se prendre 2 mois en avance. Et aujourd'hui, on ne sait même pas à quelle date on va vendanger. Là, ça va devenir vraiment complexe. On ne parlera même pas de nos milléniaux. C'est ça. Alors, ces grands cours classés, ils peuvent se permettre encore d'employer pour certaines courtes périodes du personnel ou petites propriétés qui, la famille vient, les amis, ils se font un week-end de vendanges et c'est très bien. Mais ici, ça devient complexe. Alors, pour les machines, c'est beaucoup plus simple parce qu'il y a développement, depuis des années, il y a les sociétés qui peuvent louer des machines qui sont vraiment bien développées dans la région. En plus, grandes sociétés de négoce ou certaines propriétés qui possèdent leurs propres machines. Alors, tout le monde c'est un petit peu sous l'eau tout autour des machines pour aussi pour abaisser le prix parce que pour acheter une machine comme ça coûte environ... c'est comme presque le prix de la maison. Dans ce cas, déjà c'est hyper cher et en plus il faut l'entretenir. Alors là, c'est vrai que non, coopérative. Coopérative. Alors c'est mieux louer. Et en plus, les machines, on peut louer quelques jours avant les vendanges. Quand nous planifions bien sûr un petit peu en avance, nous les réservons, mais nous pouvons par exemple changer la date de vendange si par exemple nous décidons que le niveau de sucre n'est pas assez élevé et par exemple la maturation n'a pas abouti encore, alors il faut quand même attendre un petit peu. En plus, on a quelques jours de temps, on prend notre temps. Dans ce cas, c'est vrai que ici nous avons ces possibilités. Plus les machines, elles peuvent travailler très tôt le matin, ils arrivent à 5 heures le matin. Dans ce cas, il y a par exemple, les températures sont assez élevées parce qu'en septembre, octobre, ici, nous pouvons avoir des températures 30 degrés encore. Dans ce cas, ça arrive. Les journées sont plus courtes, mais dans la journée, nous pouvons avoir des températures assez hautes. Mais le matin, quand ils ramassent le matin, déjà la température des raisins, elle est dans une température optimale parce qu'il nous faut 20 degrés pour commencer notre macération. Ah oui. Voilà. Et s'il fait très très chaud, il faut de toute façon baisser la température des raisins dans les cuves pour commencer vraiment vinification. Dans ce cas, travailler avec machine, c'est assez pratique. Ouais. En plus, elles sont maintenant très performantes. Ils n'abîment pas des vignes. Nous louons machine 1 avec chauffeur. Dans ce cas, c'est quelqu'un qui est déjà bien expérimenté. Les raisins arrivent régulièrement, justement, notre tractoriste qui ramasse des raisins, des machines, elle se met au bord des champs, reverse les raisins dans une benne qui arrive avec le tracteur ici, et comme ça, on peut enchaîner et le travail est beaucoup plus fluide. Ouais. Le système de travail des machines. Alors, en fait, le principe est que la machine, elle entre dans les vignes et met les plantes en vibration. Quand les raisins sont très très matures, elles tout simplement tombent dans les bacs qui se trouvent des deux côtés des machines. Du coup, nous ramassons les raisins qui sont matures. Dans ce cas, ils ne sont pas mélangés avec certains qui peut-être ne sont pas encore matures parce qu'ils sont bien. Tout ce qui n'est pas mature, c'est bien accroché dans les vignes. Et comme ça, c'est vrai qu'il y a un premier tri qui arrive avec ramassage à cette façon.
Après, les machines aussi, elles ont deuxième tri embarqué avec les souffleurs. Par exemple, pour les petites branches, des feuilles qui peuvent tomber dans les bacs, ils sortent par les souffleurs. Dans ce cas, ils arrivent, ils sont plus légers. Dans ce cas, le raisin reste sous les tapis. Tous les petites pièces qui peuvent nous faire un défaut au niveau de goût, voilà, elles sont rejetées avec souffleurs déjà sur les machines. Dans ce cas, vous voyez, c'est quand même, il y a pas mal de détails qui arrivent. Chaque année, les nouvelles machines, ils ont quelque chose de nouveau à nous proposer. Comme ça, on n'a pas besoin de les garder, on n'a pas besoin de prendre notre place, nous payons facture et franchement, bien sûr, le travail est surveillé, mais comme ça, c'est beaucoup plus simple pour tout le monde. Bravo. Raisin arrive ici. Nous avons ici la partie de notre cuverie avec de plus anciennes cuves que nous avons. Ce sont cuves en ciment. Elles ont environ presque 100 ans, 4-25 ans, je pense, c'est là. Elles étaient bâties ici, mais elles sont toujours en exploitation. Voilà, les cuves comme ça, souvent, elles ont beaucoup d'avantages par rapport à ces parois qui sont faites en ciment, qui est naturellement isolant. Mais en plus, nous avons rajouté un système de thermorégulation dans toutes nos cuves. Voilà, il y a une spirale intérieure de chaque cuve avec un passage de l'eau que nous pouvons paramétrer, augmenter ou baisser la température de l'eau. Comme ça, le vin est surveillé au niveau de température constamment. Vu que nous gardons nos vins dans les cuves pendant 18 mois, pendant été et hiver, dans ce cas, la température extérieure peut varier. Ici, vous voyez ce bâtiment qui est bien isolé, mais avec les portes grandes comme ça, c'est un bâtiment d'exploitation. Dans ce cas, aujourd'hui, on peut toujours ouvrir et fermer la porte. Il y a toujours un danger pour les vins que, voilà, l'amplitude peut être trop important pour les vins. Dans ce cas, ce système nous permet encore vraiment bien surveiller en plus les vins qui se trouvent dans les cuves. Ici, il y a certaines cuves sont déjà, nous allons nous préparer maintenant pour les prochaines vendanges. Il y a certains qui sont fermés avec voilà, une petite tableau ici où il y a indication qu'est-ce qu'il y a dedans. Ici, on a il y a vraiment il y a du vin à l'intérieur, il y a des raisins à l'intérieur. C'est millésime 2020 encore. Vous voyez, vous avez déjà en Québec 2020, mais on va faire une reste de millésimes, on va mettre encore en bouteille. Normalement, ça devrait être fait déjà la semaine dernière, mais nous avons un gros problème avec l'approvisionnement en bouteille. Parce que là, ça, c'est un autre problème. Ah, ça, c'est vraiment le problème qui s'enchaîne un petit peu. Il y a pas mal de choses qui, justement, sont compliquées, mais bon, dans ce cas, nous avons repoussé la mise en bouteille et le reste de millésimes pour fin août. Alors, nous avons ici 2020, ici, il y a encore 2021, assemblage qui a été fait le 22 juin, vous voyez. Dans ce cas, il y a toute traçabilité qui se fait sur les panneaux et il est remporté dans base de données, justement, pour avoir traçabilité de tout ce qui se passe ici, des productions, des raisins qui se trouvent sur le champ, avec bon numéro, et jusqu'à mise en bouteille. Parce que c'est vrai que la traçabilité est ici à point. C'est obligation aujourd'hui. C'est même pas juste notre choix, mais c'est vraiment une obligation dans notre charte, voilà, de viticulture raisonnée, dans la charte d'appellation. Bien sûr, c'est lié avec le côté financier, avec des taxes. Alors, franchement, c'est toujours bien surveillé. Bon, voilà, ici, c'est cuve, justement. Donc ici, la bâtisse, c'est ce qu'on appelle le chai. C'est le chai. Voilà, donc, ici, avec cuves qui sont en ciment, avec les volumes entre 135 jusqu'à 400 hectolitres, c'est les plus grandes cuves qui sont derrière. Et ça, c'est la partie, justement, assez ancienne. Et nous avons parti avec un petit peu différent. Nous passons aux cuves. Là, ce sont des cuves qui sont faites en fer. C'est ancienne cuve. Aujourd'hui, il n'existe plus. On a en vente celui-ci. Elles ont soixantaine d'années déjà. Ce sont des petites cuves de 150 hectolitres. Elles sont vraiment faites. C'est pas en inox, c'est le fer. Elles sont aussi, quand les cuves en ciment, ils sont peints intérieurs. Parce que justement, la matière ne permet pas à mettre directement les raisins dedans.
Ce sont vieux cuves, mais toujours en exploitation. Et ici, vous voyez aussi, elles sont équipées avec système de thermorégulation, cette spirale que je vous ai parlé. Voilà, ils sont en partie pleine encore. Voilà, millésime 2021, un petit peu partout. Derrière, Hôtel-Fort. Bon, ça, c'est plus nouveau. Voilà, donc voyage un petit peu dans le temps ici. On est rendu Alors, en inox. stainless. Voilà. Cuve en inox 300 hectolitres chacune. Excellent. Donc c'est pareil. Voilà, ici, elles sont pleines. C'est pour ça, pour nous, justement, mise en bouteille, c'est très important pour faire le plus rapidement possible parce qu'il nous faut la place pour notre nouveau millésime. Ça change-tu le goût d'une cuve à l'autre? Alors, franchement, pas vraiment. Hein. Non? Là, ce sont des récipients dans lesquels nous vinifions des vins. Après, les caractéristiques de, par exemple, cuve en ciment, c'est cet avantage que sont mieux isolés, par exemple, avec le parois. La stabilité de la Voilà. température. Mais aujourd'hui, pour nous, vraiment, avec notre système de thermorégulation, ça perd un petit peu vraiment importance parce qu'on peut contrôler la température dans les cuves à chaque moment. Et vous avez, tous les cuves sont équipés avec le système et panneaux de contrôle se trouvent juste à côté. Ici, nous pouvons garder la température stable dans les cuves, nous pouvons la augmenter ou baisser, même paramétrer, que ça augmente par exemple dans la nuit. Dans ce cas, c'est vrai que ce système nous permet vraiment de contrôler température. Mais à chaque ici moment. le contenant n'influence pas le goût du raisin. Si Non, tu prends pas du du tout. raisin qui est en baril ou en... Voilà, donc là, à ce ça, c'est autre moment-là, chose. Ça, c'est la matière, voilà. Exact. Mhm. Ça, c'est une matière, dans ce cas, matière qui apporte justement quelque chose au vin. Et si on parle de cette matière-là, nous avons aussi une petite pâte de baril. Par contre, le vin que vous connaissez pour votre fromage, il n'est jamais élevé en barrique. C'est un vin 100% fruité qui est vinifié tout doucement dans les cuves uniquement. C'est un objectif qu'on s'est fait il y a des années, c'est un vin fruité. Voilà, nous tirons maximum de fruits sans apporter quel que soit des arômes extérieurs. OK. Les barriques, c'est autre chose. Nous avons créé une autre cuvée qui s'appelle Albert Signature, qui n'est pas encore en Québec. Nous espérons qu'il va être. Ben, ça dépend de la quantité, parce que la SAQ doit demander une certaine quantité aussi. Tout à fait. Par contre, voilà, après, on peut le vendre en spécialité aussi. Oui. Hein, voilà, ça c'était un petit peu notre objectif à l'avenir, mais bon, pour le moment, on n'est pas encore là. Ici, voilà, dans notre barrique, nous produisons notre Albert Signature qui a été créé avec le millésime 2015 pour la première fois, avec des volumes très petits parce que c'était 9 000 bouteilles pour la première fois. 2016 que nous avons encore aujourd'hui, nous avons fait un volume un petit peu plus important, de 22 000 bouteilles. Et nous avons aussi millésime 2019 parce que nous ne produisons pas ce vin avec tous les millésimes. Qui compte 13 000 bouteilles. Dans ce cas, c'est vrai que ce sont des vins qui, voilà, nous entrons sur le marché petit à petit, qui a déjà, nous exportons pas mal. Par contre, nous n'avons pas encore obtenu comme clients des grands marchés. En général, ce sont des cavistes, des grossistes, clients particuliers. Mais bon, ça, c'est les vins qui, vraiment, il faut les connaître, il faut les goûter. On parle d'une autre science, là. Parce qu'ici, on isole vraiment le raisin du contenant, tandis que dans un baril, le contenant devient très important. Ah, parce que c'est lui qui apporte. C'est lui qui apporte les différentes années ou différentes. Voilà. Là, c'est vrai que dans les cuves aussi, avec le temps, vous avez en fait, c'est une technique de production qui produit les vins. Notre vin à Châteaupuy Fromage, c'est un pas vin de vie de production, à boire jeune, avec petite capacité de garde. Non, c'est un vin qui est justement fait tout doucement, qui est fait 18 mois dans les cuves, c'est quand même long. Alors, ils sont vendus à l'âge, en temps normal, c'est 2 ans au moins. Nous avons un petit peu accéléré parce qu'avec millésime 2017, nous avons eu énormément de problèmes avec le gel dans la région bordelaise, le gel qui nous tombait sur la tête au début de mai. Et tous les vignobles étaient impactés très fortement. Nous avons tous perdu environ 70% des récoltes. Ouch. Et c'est juste les restes qui restaient, qui n'étaient pas impactés, c'était magnifique. Ça pouvait être super année. Alors, tout ce qui était brûlé par la gel, c'était fini. Tout ce qui n'est pas touché par le gel, c'était magnifique.
Et vous avez de la chance parce que la totalité des volumes qui nous restent est partie au Québec. Je n'ai pas vendu une seule bouteille. 2017. Parce que justement pour 2017? 2017 à souvenir. Il avait chez le décanteur 91 points. 2017. Et 2017, c'était franchement... On va chercher les bouteilles. Là, bon courage. Et là, ici, après, voilà, ici, ça nous impactait le stock parce que ça nous fait vraiment un grand trou dans le stock. Aujourd'hui, nous sommes un petit peu sur flou tendu. Et justement, c'est pour ça, chaque matin, on prie, quelle est les dents aujourd'hui? Mais bon, nous attrapons petit à petit, mais les pertes comme ça, c'est quand même, ça impacte énormément notre volume. Et c'est pour ça. Puis les éoliennes, c'est-tu après ça, oui? Ah oui, les éoliennes, nous avons installé au début de cette année. OK, oui. Parce que ça aussi, bon, avant, les jeux comme ça, c'était exceptionnel. Depuis quelques temps, c'est Ça va devenir régulier. L'exceptionnel va devenir régulier. Ah oui, c'est ce qui se passe maintenant. Hein? Parce qu'en 2017, c'était quelque chose de fou. Après 2018, c'était épisode de gel, mais c'était plus tôt. Dans ce cas, on n'avait pas vraiment des impacts forts. Ici, à Bordeaux, nord de France, il y avait plus. Par contre, voilà, 2019, c'était un petit peu. Après, voilà, l'année dernière, en 2019, on avait gel. En 2020, on avait gel, et 2021, on avait gel. Dans ce cas, c'est vrai que c'était parfois, pas beaucoup, parfois juste 1,5 ou 1 degré. Ok, ça c'est encore passable, mais là on est impacté plus en plus souvent et plus en plus fort. Et là, c'est quand même, ça devient compliqué. Mais bon, en tout cas, pour le moment, nous survivons. Nous sommes capables de faire quand même un très bon vin qui est assez régulier. Châteaubriand fromage, vinification est lente et vraiment très soigneuse. Dans ce cas, vous avez quand même le vin qui est assez régulier d'un à l'autre. Nous ne cherchons pas à avoir le vin très tannique dans Châteaubriand fromage. Justement, les fruits, c'est très important. C'est pour ça qu'il est très aromatique. Pour la bouteille, ça donne des arômes, les arômes qui se reprennent dans la bouche derrière. Vous avez jolie relanguière, vous avez des tanins qui sont souples. Et ça aussi permet de facilement boire ce vin, facilement l'accorder avec différents plats, des repas, etc. Albert Signature, c'est un petit peu autre chose. Nous avons plus de tanins, nous avons plus de structure. En fait, l'objectif était d'obtenir un vin qui est fruité, mais avec plus de complexité, pour compléter notre gamme. Parce que c'est vrai qu'ici, nous pouvons proposer les vins très fruités comme Châteaubriand fromage, et les vins, par exemple, qui est fruité, mais avec une structure tannique qui est plus dense, qui vous permet de, par exemple, accorder avec autres plats comme gibier, viande rouge, des sauces, etc. Mais aussi, vous pouvez le servir avec des charcuteries, avec tous les fromages qui passent. C'est super. Mais bon, ça donne différentes choses. Et comme ça, les différents clients peuvent avoir justement des préférences différentes. Et franchement, aujourd'hui, c'est le cas. Nous avons des clients qui achètent deux vins parce que comme ça, ils peuvent commencer le repas avec un, finir avec l'autre, ou certains qui ont préférence pour Albert Signature, ou certains qui sont plus fidèles à Châteaubriand fromage parce qu'ils aiment le vin qui est beaucoup plus fruité et plus léger en bouche. Dans ce cas, c'est vrai que du coup, nous pouvons combler plus large gamme de clientèle. Et ça, justement, c'est l'objectif aussi. Nous expérimentons un petit peu, vous voyez les différents types de barriques. Pour pas trop impacter des vins Albert Signature, nous utilisons uniquement 30% des barriques neufs et le reste, c'est barriques après 12e et 3e vin. Et comme ça, l'impact des arômes des barriques, il est atténué. Et quand nous faisons un assemblage, justement, l'objectif est d'avoir surtout vin fruité. Pas vin avec arôme toasté ou vin tannique ou vin boisé. Ce n'est pas objectif. Bois, c'est ici uniquement pour rajouter une petite touche, pas pour dominer dedans. Si on veut du boisé, on prend du Saint-Émilion Grand Cru. Après, il faut goûter. Voilà, voilà certains qui ont tendance de boiser beaucoup de vin, certains qui sortent un petit peu de cette option parce que c'est vrai que les gens maintenant, c'est vrai qu'en France, nous avons autant de choix de vins, nous pouvons tout déguster. Les gens peuvent changement de goût et d'envie. Non, mais c'est pas tout le monde qui aime les vins avec certaines complexités. bien sûr. Parfois, les gens aiment le Beaujolais. Nous, le Beaujolais, c'est comme... Bien sûr, voilà, c'est ça. C'est du jus de raisin. Chacun est différent.
Et même nous changeons avec le temps aussi parfois. Hein. Dans ce cas, c'est vrai que il y a des choses à découvrir encore. Donc, voilà. Comme hier, on est allé au jardin de... On a bu un rouge, mais frais. Rouge frais. C'était seulement un Bordeaux AOC, là, un Bordeaux simple, mais il était très bon. Ouais. C'est la première fois qu'on prenait du rouge, mais frais. Avec température. Peut-être c'était un claret? Ça, non, ben, il n'y avait pas de nom particulier. Non. C'était un Ben, Bordeaux AOC. Il était couleur de vin rouge qui était très... Il était assez rouge. clair. Non, il était plus foncé. Il était plus foncé. Oui, c'était Après, il y a plein de choses maintenant. Voilà, les règles, en fait, commencent à assouplir. Même à Bordeaux, à l'époque, c'était vraiment quelque chose de très encadré. Maintenant, ben, il y a plus de recherches, plus de... Bon, nous pouvons rester dans l'appellation garde cahier des charges, mais ce n'est pas interdit d'apporter des innovations qui restent dans les... Garde-vin ou, par exemple, aussi, nous produisons nos petits rosés que nous faisons avec petit volume, environ 2 à 3 000 bouteilles par an. Et ça aussi, il est produit, par exemple, dans petites cuves comme ça. Comme ça, on gère notre place, en fait, avec différentes tailles de cuves. Ça, c'est important. Bon, une des choses que je voulais voir, c'est une petite curiosité. Je vous ai parlé justement des appellations. Il y a des années, il y a un des clients, il a trouvé des vieilles bouteilles dans la cave de sa famille. Il nous a envoyé une photo des étiquettes qu'il a trouvées. Alors, c'est ça que je vous parlais. Cette étiquette de 1891, Saint-Émilion. Ouais. Alors, pas de nom d'appellation. Oui. Château Puy Fromage. Et bon, image qui est complètement hors de la vérité. Là. À l'époque encore, il avait droit de mettre tout ce qu'il voulait sur l'étiquette. Un peu pigeonnier défait un peu, on voit un peu la maison qui ressemble pas vraiment à la maison. Non, mais pas du tout. Vous avez le genre de palais qui jamais existait, vous avez des ruines qui n'ont jamais existé ici. Ça, c'est un truc qui, voilà, à l'époque, voilà, il n'y avait pas de règles énormes. En fait, ils ont mis sur l'étiquette ce qui était à la mode à l'époque. Hein. Dans ce cas, c'était image qui a donné certaines ambiances à l'époque. En fait, c'était 1891, c'était une époque on peut dire, c'était une révolution sociale. Et là, vous avez une présentation, l'ancienne avec nouveau qui domine sur l'ancienne, voilà, que c'est renouveau en fait, c'est un petit peu dans cette ambiance. Aujourd'hui, si nous mettons quelque chose comme ça sur notre étiquette, le service de fraude tout de suite tout le monde dort. Hein. Ça, c'est pas possible. Nous avons, si vin de château et nous avons des bâtiments, ça doit être présenté les bâtiments qui existent. Si la vin, par exemple, il est produit, par exemple, il y a autre nom, etc., il n'y a pas de nom de château, alors soit nous ne mettons pas du tout image, soit image doit être neutre. Ça peut être image de vigne ou quelque chose comme ça. Mais les bâtiments, c'est hyper strict. Ça doit être le bâtiment. Ah, ok. On vient d'apprendre quelque chose. Ben oui. Là, c'est quelque chose, voilà, que c'est interdit. C'est vrai que la production des vins, même commercialisation, elle est très, très, très réglementaire à Bordeaux. Et on va mettre le système là. Bon.
d'un côté c'est bien, et de l'autre côté parfois ça peut être pénible. Bon, on va passer vite fait dans le champ en face. Fermer ici. On va aller vite. Comme ça. Un grand puits. Ah oui, c'était ancienne baignoire pour les animaux. Mhm. Et le monolithe qui est en bas, c'était ancienne meule pour les noix. OK. Ah, Voilà, tout était réutilisé à l'époque. Ça veut dire, je ne sais même pas comment ils ont amené cette monolithe ici. C'est lourd. c'est toi, les pieds trempés. Alors, ici, ça c'est le chai, notre ancien chai, qui était, en fait c'était le premier chai qui était bâti ici, il date de 1747. Ici on a refait complètement le toit, vous voyez, il y a des travaux que nous avons fait pendant quelques temps, il y a quelques années. Dans cette chai, nous gardons tous les vins qui sont déjà embouteillés. Alors, là-bas dans le chai que nous avons quitté à l'instant, nous avons, voilà, nous faisons toute la production, toute la vinification des vins. Mise en bouteille, elle est faite Et ça, c'est assez pour faire 300 000 bouteilles. vous avez là-bas 2 millésimes. Oui. Ouais. OK. 300 000 bouteilles, même plus. Bon, avec la rotation, Là, parce que là, il y a une nous pouvons rotation. garder 2 millésimes, c'est-à-dire les capacités de cette chai, c'est pour, par exemple, 600 000 bouteilles en même temps, à peu près. Wow, OK. Ouais, mais bon, ça c'est capacité, mais ça suffit pas toujours non plus. Parce que le volume après vendange, il est plus grand. Dans ce cas, après, il y a des lits, il y a pas mal de restes de raisins qui partent à la distillerie. Dans ce cas, il faut avoir beaucoup plus de place pour gérer tous les cuves. Dans ce cas, on est un petit peu juste maintenant, aujourd'hui. Mais bon, ça, on va voir qu'est-ce qu'on va faire à l'avenir. Alors, ici, l'embouteillage s'est fait par un prestataire. À l'époque, à la propriété, nous avons une grande chaîne de mise en bouteille. C'est un truc qui prend la place, qui coûte cher, qu'il faut toujours entretenir. Dans la, Oui, il y a les normes d'hygiène aussi. il y a de tout, justement, c'est compliqué et cher. En échange, maintenant, nous avons beaucoup de services développés, justement, qui nous aident de travailler à la propriété, et les embouteillères, ça fait partie. Les embouteillères, ce sont des sociétés spécialisées qui ont des camions qui sont équipés à tout système embouteillage de différentes tailles, selon les besoins des vignerons. Nous faisons par exemple mise en bouteille, nous planifions une mise en bouteille, nous fournissons des cartons, des étiquettes, etc. Il arrive avec son camion, il se positionne juste devant le chai, il se connecte dans les cuves qui sont déjà préparées pour mise en bouteille et il enchaîne. Il fait la bouteille dans le camion. Il fait la bouteille. Ah non, mais le camion, il arrive, camion, il se ouvre, comme un Mr. Gadget. Vous avez toute chaîne d'embouteillage qui se découvre, qui est bien. En plus, ce sont de nouvelles types de chaînes qui ne sont pas très longues, qui sont bien organisées à l'intérieur, tout est neuf, tout marche à vitesse assez rapide. Ils sont capables de faire mise en bouteille entre 25 à 75 bouteilles par jour. 75 000 bouteilles? C'est entre 25 000 à 75 000 bouteilles par jour. Alors vous voyez, ça va. OK, moi je pensais que c'était des camions comme le lait qui vient ramasser, Non, qui s'en va ailleurs. ça a l'air que non. Ah non, ça c'est un camion, bon camion. Vous voyez un camion normal, avec une chariot qui est accrochée derrière. Et du coup, il arrive, il ouvre ses portes, il se déplie et il reste ici pendant quelques jours. Ah non, mais c'est impressionnant. Il vient 2-3 fois par an ici. Et à chaque fois quand j'ai une visite, en nous discutant avec le touriste, il passe et tout le monde s'arrête. Et ça, c'est hypnotisant. Ben oui. Oui, c'est devant, hein. Oui. C'est impressionnant en même temps parce que c'est vrai que c'est organisé. Il est déjà ils ont son propre équipe. Dans ce cas, c'est bien. Comme ça, notre équipe peut travailler dans les villes, ce qui est hyper avantageux. On paye la facture. C'est quand vendange. Bon, vendange, nous participons quand même constamment parce qu'il faut récupérer les uns, etc. Mais par contre, la mise,
planification est faite, il arrive, il se connecte. Nous surveillons quand même, est-ce que c'est bien mis dans bon carton, avec numéro de l'eau correct, etc. Maître déchet surveille, est-ce qu'ils sont bien connectés à bonne cuve, parce que c'est lui qui a surveillé tout ça. Ben oui. Mais le reste, pour l'eau, ça devient enchaîné. En plus, qualité des mises en bouteille, c'est important. Nos vins, qui est vins de moyenne et longue garde, ils ont besoin de qualité de mise qui soit vraiment nickel, parce que après, justement, Quelques bactéries, puis tu viens... Ah non, très souvent les mis sous vide. C'est sous vide, comme ça, justement, ça permet avant se reposer et en même temps, voilà, c'est calmer aussi et avoir, justement, éviter tous les problèmes de, bon, un bouchonnet, ça arrive parfois, mais c'est rare. Et sinon, on n'a pas de problème vraiment quelconque au niveau des vins. Et ça, un vin qu'on peut garder. Parce que voilà, Château Cuve fromage peut se garder dans le cave en parlant moyennement entre 8 à 10 ans. Et Albert Signature, c'est 15 ans. Et Magnum, encore plus longtemps. Dans ce cas, c'est vraiment les qualités des mises, c'est hyper important. Et les embouteilleurs comme ça, ils vous donnent toute garantie assurance. Et c'est vrai que ça marche. Et pour nous, c'est aussi pratique. C'est des spécialistes. Ouais. En plus, voilà, il mise en bouteille, il peut mettre en bouteille uniquement, voilà, à façon tiré-bouchée, c'est-à-dire bouteille avec des vins qui est juste avec bouchon. Ou, par exemple, quand vous prenez... Dans le vissé. Avez-vous commencé dans... Regardez, par exemple, où nous mettons en bouteille déjà vin habillé. Et là, ça, c'est notre histoire pour la SAQ que nous référons régulièrement. Ça, c'est... Et là, il vous faut un stylo. Alors voilà, ça c'est vraiment le vin pour la SAQ. Dans cette chaire, c'est carrément cette chaire qui est mise uniquement pour ce marché-là. Le vin qui est mis en bouteille, habillé, capsulé, mis en carton, mis sur palette, en fait, en bouteillère, fait tout. Et comme ça, c'est vrai que comme ça, nous pouvons suivre vraiment des commandes sans et avoir des stocks en avance. Si aucun, voilà, il y a une commande qui dans les commandes dans nous avons 15 jours pour entre commandes et en temps normal, nous avons 15 jours entre réception des commandes et préparation commande qui part. Dans ce cas, si on doit tout mettre en bouteille ou tout habiller, etc., ce que nous avons fait dans le passé, ça prend le temps. Oui, je comprends. Et ici, voilà, nous nous organisons maintenant. Mais ici, le vin peut rester combien de temps? Ah non, pas très longtemps. Hein. Pas très longtemps. Ah non, non, non. Un mois, 2 mois. OK. Ah non, c'est ça. Là, ici, on a fait, par exemple, cette mise, on a fait il y a 2 jours, déjà. Dans ce cas, moi, ici, j'ai déjà 3 commandes en cours. Aujourd'hui, c'est le camion qui est parti. J'ai encore 3 commandes en cours. Hein. J'attends, voilà, sur le mois, toute cette partie va disparaître. Et celui-ci, ça va être parti plus tard. Okay. Dans ce cas, c'est vrai qu'ici, nous sommes en flux tendu, constamment. Dans ce cas, il ne reste pas très longtemps. Le voyage, elle arrive... Par contre, voilà, c'est quand on arrive sur le bateau, il voyage pendant une dizaine de jours à Montréal. Et après, ça arrive dans les entrepôts. Et je pense, ce qu'ils m'ont dit des agents, que des moments quand le bateau arrive jusqu'à mi-carton dans le magasin, ça prend environ 2 mois. Mais ça, c'est uniquement au Québec. Ouais. Ça prend un petit peu, voilà, à peu près au temps normal. Après, mais l'entrepôt est beau là-bas. L'entrepôt à Montréal est assez grand et assez... Ah oui, ils ont fait... Je n'ai pas visité à l'intérieur, mais c'est... Ils ont bâti encore, c'est assez récemment, il y a quelques années, ils ont ouvert, je pense qu'il y a un entrepôt de dépôt, et ils ont fait un autre entrepôt justement de réception. Ça... Parce que celui à Anjou, à Montréal, là, c'est grand. Là. Ah ouais. On passe à côté quand on descend de la 40, il y a une espèce de grand entrepôt. Là. Ah ouais. Et tout est, voilà, nous avons complètement changé notre façon de nettoyer. Il y a des palettes Blue Chef avec les tailles spécifiques, avec hauteur spécifique dans ce cas. Ouais. Tout est positionné justement pour que ça va aller vite. Mais bon, ça va vite, ça va vite pour les transports en normal. Mais pour production des vins, nous restons sur notre part. Il faut que le goût soit là. Ah non, mais ça c'est primordial.
Mais bon. Alors ici, ça c'est justement notre mise en bouteille. Voilà, le vin qui est stocké pour... ça c'est pour Ontario, pour Nova Scotia. Voilà, tout est préparé. Ça part aussi demain. Là, nous exportons aussi en Europe pas mal. L'exportation se fait aussi en Nord-Afrique. Nous avons pas mal de clients là-bas. Bon, ça s'arrêtait un petit peu avec Covid, mais bon, l'Afrique, c'est l'avantage des avantages, que ça s'arrête rapidement et ça répond très rapidement aussi. Là, ils ont pas de... Soit il y a la guerre, tout s'arrête, la maladie, tout s'arrête. Après, dès que ça se finit, tout explose. C'est vrai que... On commence à boire. Ah ouais. Alors, dans la COVID, on a vu beaucoup. Oh oui, nous savons ça. Là, j'ai des statistiques qui parlent. Hein. Avant la COVID, on buvait la fin de semaine. Puis après ça, avec la COVID, on a commencé à boire le vendredi, le samedi, le dimanche. Puis après, c'était le jeudi pour préparer le vendredi, le samedi. Ah non, c'est fort, ça faisait tout le temps. Là, heureusement, on était préparés parce que là, croyez-moi, vous n'êtes pas seul, hein? Non. Non, mais là, c'est vrai. Alors, dans cette chaîne, nous gardons justement le vin, en partie pour pour Ontario, la plupart du temps, parce que voilà, ça aussi, il y a différents cartons, un petit peu différentes façons d'expédition, mais aussi tous nos vins pour un client. Alors, vin que nous embouteillons en tirette-bouchée, c'est voilà à cette façon. Ils sont destinés pour marché France, mais aussi pour les autres exportations. Alors, nous ne pouvons pas, quand ça c'est des volumes qui ne sont pas très très importants, nous pouvons les préparer nous-mêmes avec notre petite machine. Il y a toujours une problématique en fait d'habillage, des mentions légales sur les étiquettes. Dans différents pays, les exigences ne sont pas toujours les mêmes. C'est pour ça que nous gardons les vins dans cet état justement pas habillés et nous habillons les vins au fur et à mesure des commandes. Comme ça, nous évitons des erreurs. Alors aujourd'hui, nous avons ici à la propriété encore millésime 2018-2019 et 2020 que nous avons récemment mis en bouteille en partie que nous avons fait encore plus tard. À la SAQ, vous êtes bien en 2020 maintenant. Il y a peut-être certains endroits, il y a encore 2019, mais ça passait bien en 2020. Je pense que c'est un vin qui se passe assez bien à la SAQ. On ne trouvera pas des 2017. Oui, c'est ça. En 2017, je pense que c'était un épisode très très court. Hein. Alors, la salle de signature, voilà, notre millésime 2016 et 2019. Tout ce que nous avons aujourd'hui. Et là, c'est un vin que celui-ci, nous mettons au marché beaucoup plus tard. Par exemple, 2019, il n'est toujours pas en vente. Il va commencer, je pense, l'année prochaine. Parce que c'est un vin qui a besoin de se reposer. C'est un vin qui a besoin un petit peu de plus de temps pour être dégusté. C'est différentes structures, différents styles. C'est très bien. Donc voilà. Là, c'est une préparation qui est faite pour les autres marchés. Ici, c'est notre petite machine pour préparation des commandes. Une machine qui nous permet justement de livrer et préparer au fur et à mesure des commandes pour les autres clients. Alors, tous les tirets-bouchées, toutes les bouteilles sont pleines qui sont amenées ici justement avec le chariot. Là, c'est l'espace de lavage et séchage pour les bouteilles, parce que pour coller l'étiquette, la bouteille doit être vraiment nette et propre. Là, ici, il y a un espace semi-automatique pour apposer des capsules. Et ici, étiquettes, contre-étiquettes qui sont arrière-étiquettes, les médailles, tout ce qui est collé vraiment sur la bouteille. Les petits pendentifs, traditionnellement, nous mettons à la main, qui se fait déjà ici, mise en carton sur cet espace. Les cartons sont fermés des deux côtés avec scotcheuse. Ici, voilà, c'est cette table rétractable qui se déplie, qui peut arriver jusqu'à plateforme de filmeuse. Nous pouvons mettre la palette sur la plateforme, nous montons les cartons sur la palette et tout est emballé ensemble. La palette. La machine, tout ça, ça peut être opéré par 2 personnes. Et nous pouvons faire jusqu'à 8 palettes par jour. Donc, en ce cas, c'est quand même c'est quelque chose que nous pouvons faire à chaque moment. Ça, c'est un dépannage ou de planification de petites commandes, une commande pour le stock ici,
ou pour les clients plus petits que la SAQ, que Container. Voilà, alors ici, dans cet espace. Et après, nous arrivons dans notre petit endroit Ah oui. où je vous fais redécouvrir ou même découvrir des vins que vous ne connaissez pas encore. Non, il y a des étiquettes qu'on n'a jamais vues. C'est ça. Je savais même pas qu'il y avait un rosé. Alors, le rosé, c'est vrai que le rosé, en fait, il reste un petit peu sur le marché local. Je l'exporte aussi. Nous l'exportons dans certains pays, comme en Belgique, à Jersey, en Nouvelle-Calédonie, parce que là-bas, nous avons aussi des clients. Mais quand c'est volume petit, donc ça part dans petite quantité, c'est aussi millésime, c'est le type de vin qui n'est pas de vin de garde. Parce qu'on le boit dans l'année où on peut entamer l'année suivante, mais c'est pas le vin qu'il faut garder très longtemps. Ouais. C'est un vin plaisir, c'est un vin du moment, mais qui se boit frais et jeune, mais pas le vin de longue garde, s'il n'y a pas de complexité spécifique dans ce vin-là. C'est voilà, une petite rosée qui est bien agréable, mais il ne faut pas s'attendre de les garder en cave. Ça, c'est sûr que non. Les blancs. Alors, fromage blanc. Aujourd'hui, encore avec cette étiquette. Mais ça, c'est l'étiquette qui va évoluer. Déjà, à la SAQ, nous avons envoyé une nouvelle étiquette. Voilà, l'habillage qui a changé. Je vais vous faire voir après lequel. Si un jour vous êtes curieux pour les trouver à la SAQ. Normalement, ce sont des expéditions que nous faisons aujourd'hui. Des blancs, ce sont expéditions régulières. Ce ne sont pas importations privées. Dans ce cas, c'est vrai que c'est beaucoup plus... le vin devient vraiment un produit régulier sur les étagères à la SAC, comme vous dites. Oui. Et c'est vrai que c'est bien, c'est bien. Bon, par contre, voilà, ça aussi, nous n'avons pas plus que 30 hectares de vignes de blanc qui ne se trouvent pas ici, qui se trouvent dans haute appellation. Je vous fais voir sur la carte, regardez. Là, ici, nous avons toute la région bordelaise viticole. Vous avez le Bordeaux. Nous trouvons ici. Franco de Bordeaux, c'est notre petite appellation. Voilà, jusque là. Tout ça, c'est Saint-Émilion avec les caractéristiques des vins de Saint-Émilion, avec plusieurs appellations qui se créent au fil du temps. Ici, côté vert, c'est une appellation qui s'appelle Andre de Mer. Et ça, c'est une appellation où il y a de plus grandes productions de vins blancs secs de Bordeaux. C'est une appellation qui produit des vins très agréables. Voilà, c'est type sec, mais bon, avec différents nuances. Mais ce qui est intéressant, que cette appellation, il est appliquée uniquement pour les vins blancs. Même si vigneron plante par exemple les raisins rouges et va produire les vins rouges en plus petite quantité ou moyenne quantité, son vin, il ne va jamais être vendu avec le nom d'appellation Andre de Mer. Ça va être Bordeaux générique. Appellation, c'est approprié des droits et il ne veut pas, dans son cahier des charges, uniquement les vins blancs qui existent parce que traditionnellement, c'était toujours un vin blanc qui était produit ici et les terrains et les terroirs, il est adapté pour ces vins-là. Dans ce cas, il ne fait pas un accès pour les vins rouges avec le nom d'appellation. Après, vous avez des différentes appellations, Médoc, vous avez ici, voilà, le Grave, Pessac-les-Oignons, etc. Dans ce cas, vous voyez, il y a quand même pas mal d'appellations qui se créent. Ouais. Il y a aussi des appellations qui sont même pas marquées ici parce que ce sont des appellations génériques comme Bordeaux blanc, Bordeaux rouge, Bordeaux clairet. En fait, ce sont vins que vous pouvez produire un petit peu partout. Et Bordeaux clairet, ça c'est le type de vin qui est vraiment de Bordeaux. C'est un rosé de Bordeaux, vieux rosé de Bordeaux. C'est un vin qui est assez sombre, mais c'est pas sombre comme vin rouge. C'est ce vin qui se boit très frais. C'est pour ça que je vous demandais justement, est-ce que c'était pas clairet, pas le hasard. Okay. C'est pas grande production, mais ça c'est un vin qui peut être produit partout à Bordeaux. Mais ça c'est en fait appellation, c'est fait à la base des techniques de production plus, pas endroit. Okay. Alors voilà, nous avons un petit peu voilà de différentes approches. Alors notre blanc, il est produit juste à côté de Branne. Là, c'est la famille de Monsieur Marc, qui ont justement un château là-bas, et ils ont des parcelles avec les encépagements blancs,
Sauvignon, Sémillon, Muscadelle. Et nous avons en fait mis en place assemblage spécifique pour création de ce vin-là. Dans ce cas, c'est un vin qui est toujours avec le même assemblage et il a fait toujours à la même façon. Et là, je vous fais goûter quand même. Oh. Parfait. Les rouges, bon, château du fromage, bon, je ne vais pas vous présenter trop. Aujourd'hui, je suis à la propriété, j'ai encore millésime 2018 et 2019. 2020, il n'est même pas encore mis en vente ici pour nos clients là. C'est juste en Québec que vous pouvez aller voir. Privilège. Et Albert Signature, justement, ça c'est de cette Albert Signature qui est élevé en fût de chêne, qui aujourd'hui, j'ai en millésime 2016, c'est justement intéressant avec ce vin-là que nous pouvons le déguster avec certaine maturité déjà. Qui est Parce que c'est un Albert? vin. Mhm. Qui est ouais. Albert? Alors, vous voyez ici, actuel propriétaire, c'est 4 frères, M. Marc, que vous avez eu l'occasion de connaître, et leur grand-père, père et grand-grand-père, M. Abel Albert, grand-grand-père de la famille, qui justement développait d'exploitation. Et le vin, le nom Albert Signature, c'est un hommage pour lui. OK. Pourquoi pas? Voilà. Pourquoi pas? Bon, on va passer en chose sérieuse. Bon, je vais ramener un petit rosé et blanc, juste pour... On va y goûter. On va y goûter. Voilà. Et je vous fais goûter à leur signature parce que ça peut être intéressant pour vous. J'ai jamais eu une visite comme ça. Là. Ah, on va faire se dépêcher à s'en aller à Saint-Villiers. Ce qui est malheureux, c'est qu'on ne peut pas en ramener. Oui, ça donne rien d'en acheter non plus parce que. On va laisser les bagages ici. Bien.